juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Je suis tout seul aujourd'hui, mon ami Olivier ne m'accompagne pas, il attend 2 heureux événements, mais ne vous inquiétez pas, il va revenir. En revanche, j'ai bien un invité à ma table que je vais assaillir de questions, non seulement sur lui, mais aussi et justement sur ce qu'il a réalisé, parce que moi ça m'intéresse beaucoup pour la suite de mes défis. Ça suffit pour le suspense, je suis très heureux de recevoir Philippe Moreau. Salut Philippe. Salut, comment vas-tu ? Écoute, moi je vais très bien, je sais que t'es normand comme moi. Bon, je suis plus en Normandie, ouais. Je suis à Castres dans le sud-ouest, mais j'ai un peu près un temps normand là. C'est gris, c'est chargé, tu sors, il pleut pas, mais tu rentres trempé. Donc c'est un temps qu'on connaît bien tous les deux. Oui, mais ça c'est pas vrai, ça c'est la légende. Parce qu'en fait en Normandie il fait super beau. C'est vrai, c'est parce que t'es en basse Normandie, c'est pour ça il fait plus beau chez toi que de là où je venais moi. Eh ben, on est un peu rentré dans le vif du sujet. On a compris que tu étais normand, mais c'est tout ce qu'on a compris. Philippe, je voudrais que tu nous en dises plus. Donc, notre première question sur le podcast Devenir triathlète est toujours la même. On demande à notre invité de se présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Philippe Moreau ? Alors, s'il faut que je te dise tout ça en 2 minutes, effectivement, je suis né dans l'Orne, dans un tout petit village. J'ai une particularité, c'est que je suis né chez moi. Je suis pas né à l'hôpital, je suis né chez mes parents, donc je suis un des tout derniers à avoir fait ça. Donc j'ai 61 ans, je suis marié, j'ai 3 superbes enfants, je vis dans un petit village qui s'appelle Cambremer. J'ai été entrepreneur pendant 30 ans. J'ai dirigé plusieurs entreprises que j'ai créées moi-même, j'en ai créé 7 en tout. J'ai tout revendu il y a 5 ans pour me consacrer pleinement à mon nouveau métier de conférencier que je fais maintenant depuis plus de 10 ans. Où je parle de l'interconnexion entre le défi du sport et le défi de l'entreprise, puisque j'ai eu la chance de vivre ces 2 vies-là, parce que l'entreprise, c'est un joli défi aussi. Et puis, bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais j'ai vécu des défis sportifs considérés comme hors cadre, hors norme, un peu waouh, quoi. Voilà. Bon, donc j'ai fait ça, et je parle de ça. Alors, je fais ce métier depuis 10 ans, mais c'est quasiment ma dernière année. Je vais terminer en 2024, parce que j'ai aussi d'autres projets de vie que je voudrais mettre en œuvre à partir de 2025. Entre autres, je voudrais m'amuser à jouer l'acteur. Donc, en fait, je voudrais donner la réplique à des acteurs, donc ça s'apparente à être acteur moi-même. Donc voilà, donc je vais tester ça en 2025 pour voir. Mais ça, c'est une autre vie, ça, c'est plus tard. Bon, écoute, on aura l'occasion d'en reparler. Alors sur la partie acteur, gardons contact, mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui, même si je pense qu'on peut dire qu'on est acteur de notre vie, acteur de notre sport, en pratiquant et notamment en nous lançant dans des défis. On l'aura compris, tu as été entrepreneur, tu as eu plusieurs boîtes que tu as revendues. Pour te lancer à fond dans ta nouvelle vie de sportif un peu hors norme, un peu de l'extrême. Mais avant ça, c'était quoi le sport pour toi ? Comment est-ce que tu as découvert le sport ? Alors en fait, j'ai découvert le sport par une rencontre, comme d'ailleurs tout ce qui s'est passé dans ma vie. C'est-à-dire que ma vie a toujours démarré par des rencontres, puisque, comme je me plais à le dire à tout le monde, la rencontre, c'est la plus belle des richesses. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une richesse qui est entièrement gratuite et elle est à profusion, puisqu'on est quand même 8 milliards sur cette planète et que faire des rencontres, c'est quand même pas très compliqué. Et moi, j'adore faire des rencontres et j'ai commencé quand j'étais en 6e, donc tu vois, je devais avoir, 11 ans, un truc comme ça. Et en fait, j'étais un petit gros qui aimait pas trop bouger et j'ai rencontré un gars qui est arrivé en 6e, qui était prof de sport. Et alors, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas quel a été le déclic, mais ce gars m'a donné envie de faire du sport. Et donc, comme je suis un peu binaire, je suis passé de rien du tout à beaucoup. Et donc, je me suis mis à faire du sport, mais un peu de tout, du foot, du tennis, du squash, de l'athlétisme, du judo, enfin un peu de tout. Et puis après, je me suis focalisé sur un sport particulier qui est le handball. Donc, j'ai fait du handball pendant 30 ans. Alors, pas un très gros niveau, le mieux que j'ai fait, c'est Régional 1, donc juste avant la nationale. Et je me suis bien régalé parce que c'est un sport que j'ai adoré et que j'adore toujours, même si je ne le pratique plus. Et j'ai fait ça pendant 30 ans. Et puis après, le sport fait partie de ma vie, donc moi j'ai toujours fait du sport tout le temps. Et pour une raison, on va dire embêtante, c'est-à-dire que j'ai eu un problème médical il y a presque 30 ans maintenant, non 25 ans.
j'ai eu une fracture d'une hernie discale qui me paralysait la jambe. Et j'ai été obligé de me faire opérer un peu rapidement pour éviter qu'elle se paralyse, justement. Et alors l'opération s'est bien passée, tout s'est bien passé, mais le problème c'est que ça m'a arrêté pendant un an et demi à peu près. Et pendant un an et demi, j'ai pas fait de sport, donc je devenais un peu, on va dire un peu con. Je devenais aigri, je devenais gris, je devenais terne. Enfin, pas du tout ce que j'aime bien être. Je me permets une petite aparté, c'est le fameux va courir chérie. Et ce qui veut dire en général, putain, va courir, t'es lourd, tu nous saoules, t'emmerdes tout le monde, va te défouler, c'est ça? C'est exactement ça. Et en fait, c'est un de mes. Alors, mon entourage commençait à me dire que j'étais pas très drôle. Et puis mon kiné, qui est un pote, qui s'occupait de ma rééducation, lui aussi me l'a dit, mais il me l'a dit avec beaucoup plus de force, on va dire. Et il m'a dit, si tu veux qu'on continue d'être potes, arrête d'être con et remets-toi au sport. Et pour me remettre au sport, j'ai décidé de me lancer un challenge. Enfin, à l'époque, je trouvais ça extravagant. Moi, je détestais courir parce que j'avais décrété que je détestais ça. Parce que mon sport c'était le hand et que la course à pied ça m'ennuyait au plus haut point. Et ben, je me suis mis à courir parce qu'il m'a dit vas-y fais ça, mets-toi à courir et puis fais un truc qui pour toi est complètement impossible dans la course à pied. Donc à l'époque, je dis bien à l'époque, les gars qui faisaient des marathons, 42 km non-stop, moi je les prenais pour des tarés quoi. Je dis ils sont cinglés les mecs, 42 km non-stop c'est de la folie. Et puis mon pote m'a dit bah voilà t'as qu'à faire ça, fais un marathon comme ça va te remettre un peu l'envie de t'y remettre. Et donc, moi, effectivement, j'avais besoin d'un challenge. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait, alors je lui ai dit, j'en voulais en faire qu'un. Hein. Donc, il m'a dit, bah, si t'en fais qu'un, fais New York, parce que c'est mythique. Alors j'ai fait New York. Et quand je suis rentré de New York, j'ai trouvé ça tellement bien que, ben, depuis, j'ai jamais arrêté, quoi. Et depuis, je suis à 67 000 km de fait en course à pied. Waouh. À New York, quelle époque? Parce que pour aller à New York, en gros, il faut soit se qualifier, soit payer un bon gros billet avec un tour opérateur pour pouvoir avoir un dossard. Voilà, donc à l'époque, j'ai payé un bon gros billet avec un tour opérateur. Ok. Voilà. Quelle année? C'était, je sais plus si c'est pas 2006 ou 2007, un truc comme ça. 2006, je crois. Ouais, déjà la très 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 belle période pour New York. Ouais. Je vois bien le moment où tu deviens un petit peu irascible, un peu insupportable. Ouais, 2006, j'étais en train de réfléchir quand tu me disais ça. On avait déjà, je crois, passé l'époque du un marathon de combien de kilomètres? Parce que j'ai connu ça aussi quand je me suis mis au sport. Tu cours des marathons, mais des marathons de combien? Bah, en fait, un marathon, c'est toujours 42 bornes. Mais maintenant, tout le monde le sait. Mais il y a encore 20-30 ans, on se posait un peu la question. Exact, ouais, mais plus maintenant. Maintenant, on me repose la question, mais parce que les distances que je fais sont tellement particulières qu'effectivement, la question est justifiée maintenant. C'est clair. Et donc, ça, c'est ton premier défi, c'est ton premier pied un petit peu dans un sport V2. Ouais, tout à fait. C'est le premier et vraiment par goût du challenge. Et je vais te raconter une anecdote si on a le temps, parce que je l'adore cette anecdote. Comme quoi, tout n'est question que de détails et de perception des détails. En fait, quand j'ai passé la ligne d'arrivée à Central Park, bon, j'étais content, mais j'étais quand même exténué, hein, donc parce que j'avais jamais fait ça de ma vie, donc le premier marathon, ouais, j'étais content de l'avoir fini quand même. Et puis je prends mon t-shirt, ma médaille, et puis je reprends le métro pour aller à la chambre d'hôtel pour retrouver ma chérie. Et dans le métro, les gens se mettent à applaudir. Alors je me dis tiens, il y a un VIP derrière moi, donc je me retourne. Et en fait, non, il n'y avait pas de VIP. En fait, il m'applaudissait moi. Alors, mais moi, j'ai fini, je sais pas, on était 40 000 au départ. J'ai dû finir 28 millième, tu vois. Enfin, aucun intérêt. Et je reviens pas qu'ils m'applaudissent, tu vois. Et donc, c'est effectivement moi qu'ils applaudissent. Alors, je me suis renseigné. Et en fait, les New-Yorkais sont tellement amoureux de leur ville que quand tu leur fais l'honneur de venir courir dans leur ville, tu es le héros du jour. Donc, ils avaient vu ma médaille. Et donc, ils m'applaudissaient pour me dire bravo, merci d'être venu. Et ça m'a touché, en fait. Ça m'a touché énormément. Et je me suis dit, c'est dingue, c'est vachement bien, cette reconnaissance qu'on a, alors que ce que j'ai fait, c'était assez nul quand même. Mais j'ai trouvé ça m'a touché beaucoup. Et je me suis dit, j'en ferai peut-être un autre quand même, parce que c'était cool, cette histoire, voilà. Et puis, ben voilà, c'est ça qui a enclenché un peu ma vie d'aventurier. C'est que je me suis dit, je vais en faire un autre, voilà.
Ouais, c'est vrai que le rapport des Américains au sport est assez particulier. Moi, j'ai vécu ça, alors pas pour l'avoir couru, mais en tant que spectateur. Ma sœur habite à Boston et j'avais été lui rendre visite au moment du marathon de Boston, qui est aussi un des grands classiques. Et c'est vrai que quand tu rentres dans le métro, que tu as un des participants du jour qui arbore sa médaille, les gens applaudissent, les gens vont le voir, etc. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, c'est j'ai jamais vu ça à Paris. Hein. Au contraire, on voit quelqu'un avec la médaille du marathon de Paris, on lui court après en se disant il est fatigué, je vais lui piquer sa médaille, c'est le moment de l'hameçonner. Bon, donc ça c'est le début de ta série. Ouais. T'en as fait un autre, t'en as fait 2 autres, t'en as fait 10 autres, t'en as fait 100 autres, t'en as fait combien? Non. Alors en fait, quand je suis rentré de ce marathon, mon pote qui m'avait incité à le faire, là, mon kiné, me dit alors c'était comment? D'ailleurs, tu peux balancer des noms, hein, on n'est pas à la radio. Hein. Ouais, c'était Hervé Taquet, il s'appelait. Enfin, il s'appelle toujours Hervé Taquet d'ailleurs. Et puis il me dit bah écoute, maintenant que tu as testé ça, si tu as bien aimé, tu vas attaquer au-dessus maintenant. Tu vas faire de l'ultra. Alors j'ai dit ok, c'est quoi l'ultra? Il me dit bah l'ultra c'est au-dessus du marathon. C'est plus que le marathon. J'ai dit ok, oui, d'accord. Et puis il me dit le top du top c'est l'ultra trail. J'ai dit ok, bon, pourquoi pas. Et donc je lui dis bah vas-y, dis-moi laquelle faut que je fasse. Il me dit bah fais les Templiers. Voilà. Alors, je dis bon, va pour les Templiers. Alors, l'année où je l'ai fait, ils avaient annulé la grande course de 175 bornes, donc il restait que la petite de 75 quand même kilomètres en montagne, tout ça. Donc, j'ai fait ça et j'ai trouvé ça génialissime. Et alors j'ai fini complètement détruit, hein, parce que je courais très mal, parce que je sais pas descendre surtout, et je me suis bousillé les genoux. Enfin, bon, mais peu importe. J'ai fini détruit, mais c'était un souvenir inoubliable, surtout la dernière ligne droite où mes enfants qui étaient hauts comme 3 pommes m'attendaient avec ma chérie, et j'ai passé la ligne d'arrivée avec mes 2 enfants dans les bras, mes 2 garçons dans les bras, et ça bah ça c'est inoubliable, et t'as envie que ça recommence en fait. Donc bah une fois que j'ai eu fait ça, j'en ai fait d'autres, j'ai fait Cro-Magnon, j'ai fait toutes les grandes courses qu'on connaît, l'UTMB, la petite trotte à Léon, toutes ces courses un peu dingues. Voilà, j'ai fini par faire ça. Mais en fait, ce qui a été vraiment un élément extrêmement déclencheur, c'était mon premier défi hors norme. Et pour parler de marathon pur, j'ai démarré en 2008 avec le marathon du pôle Nord. Pour une simple raison en fait, c'est qu'au départ... c'est parce qu'en Normandie, t'étais déjà acclimaté. Non, j'arrête. Non, ça c'est faux. Et la preuve, c'est que j'ai été obligé de trouver des congélateurs pour m'entraîner dedans, tu vois, donc c'est qu'il faisait pas si froid que ça chez nous. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est avec mon pote Hervé, on s'est dit, tiens, il y a un marathon au pôle Nord, donc c'est le marathon du plus froid du globe, moins 40 degrés, en raquette, tu cours, la banquise qui se fissure, enfin, une course de fou, quoi. Et on lit dans un article que jamais aucun Français n'avait participé à cette course. Et avec mon pote, on s'est dit, ça serait cool, nous qui sommes 2 kidam, de gens normaux quoi, au départ, si pour une fois dans notre vie, on pouvait être les premiers à faire un truc. Et franchement, au départ, on s'est inscrit que pour ça, pour se faire un énorme souvenir de vie, en se disant, voilà, au moins une fois dans ma vie, j'aurais été le premier à faire un truc. Alors on s'est inscrit avec Hervé à ce marathon. Alors évidemment... On était conscient que quand on a cliqué sur « Voulez-vous confirmer l'inscription ?» et qu'on a cliqué sur « Oui », on était conscient qu'on partait dans une galère. Hein. D'abord parce que ça coûte un bras quand même l'histoire. Ensuite parce que c'est le pôle Nord, parce qu'il fait moins 40, parce que tout ça quoi. Et en fait, on s'est tellement préparé, on a fait tellement de préparations spécifiques, entre autres courir dans des congélateurs industriels par moins 35, 2 fois la semaine, etc. Aller s'entraîner sur la plage normande avec nos raquettes, parce que courir sur du sable, c'est à peu près ce qui ressemblait le plus à courir sur de la neige. On a super bien terminé. On a fini 4e de cette course, alors qu'on était 54 concurrents, 12 nationalités différentes. Et là, on a cartonné, quoi. En fait, 4e, nous, on y allait pas pour terminer devant. On y allait pour être finisher, comme beaucoup d'entre nous, juste finisher. Et là, finir 4e, j'avoue que la montée d'adrénaline était quand même vachement sympa. Ce qui fait que dans la foulée, l'organisateur qui s'appelait Richard Donovan nous dit les gars, j'organise la même chose, mais en Antarctique. Ça serait cool si vous pouviez venir, quoi. Voilà. Bon, bah donc on y a été. Hein. On y a été, et puis ça c'était la même année. C'est-à-dire que le pôle Nord c'était au mois d'avril 2008, et au mois de décembre 2008. Alors
On y a été parce que personne au monde n'avait fait pôle Nord, pôle Sud la même année. Pareil, on s'est dit, c'est un souvenir de fou, faire une première mondiale, c'est rigolo. Donc, on va le faire, histoire d'avoir ça dans nos souvenirs, quoi. Et là, on s'est inscrit au marathon, et le lendemain, il y avait un 100 km en conditions polaires. Donc, on s'est inscrit aux 2 courses, avec deux particularités, c'est que c'est le pôle, hein, donc il fait aussi froid hein, que là-haut, sauf que c'est en bas. Et l'autre particularité, c'est que moi, j'avais jamais fait de 100 km de ma vie, en fait. Donc le premier 100 km de ma vie que j'ai fait, c'est en Antarctique. Voilà. Et puis on a plutôt bien gazé puisqu'on a fini 3e et 3e, donc voilà. Donc c'était cool. Et en fait, notre vie d'aventurier a démarré vraiment avec ces 2 courses-là, quoi. C'est excellent. J'avais jamais fait de 100 kills, mais tant qu'à faire, je fais l'un des 100 kills le plus dur du monde dans les conditions les pires. Tant qu'à faire, c'est fait. mais ça, c'est la faute des Templiers. Ils avaient qu'à pas annuler le 170 quelques mois avant. Voilà. Écoute, c'est impressionnant. Et ça, c'était donc des aventures qui étaient encadrées avec une organisation où vous étiez plusieurs concurrents. Puis à un moment, tu t'es dit, c'est trop facile. je vais m'en faire moi-même. Non, alors j'ai pas dit ça comme ça. J'ai eu la chance de faire partie de ces ultra fondeurs, puisqu'on s'appelle comme ça. Au début où aujourd'hui il y a beaucoup d'ultra fondeurs, il y a beaucoup de courses ultra, c'est très encadré, très cher aussi, ça devient un peu du business. Moi, j'ai eu la chance de vivre ça au début, tu vois, on était dans les pionniers, on va dire, donc ça c'était quand même cool. Et j'ai fait toutes les grandes belles courses qu'il y avait à faire, sauf la Diagonale de Fou à La Réunion que j'ai jamais eu l'occasion de faire parce que je travaillais quand même entre deux, donc j'arrivais pas à trouver le créneau pour y aller. Mais comme je te l'ai dit, voilà, Templiers, Cro-Magnon, UTMB évidemment, la petite Trotte à Léon, magnifique course qui est, je sais pas si tu connais la petite Trotte à Léon, mais c'est le Tour du Mont Blanc comme l'UTMB, sauf qu'au lieu de le faire avec 9500 de dénivelé positif et négatif et 170 km, là tu fais tout par les crêtes, donc il y a 16 cols à franchir, 3 à plus de 3000, il y a quasiment 300 km à faire, 20 000 mètres positifs, 20 000 mètres négatifs. Et en autonomie complète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ravito, il n'y a rien, t'es en autonomie. Ah, mais c'est la PTL? Oui, c'est la PTL, la petite Trotte à Léon. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la PTL. Je la connaissais sous son petit sobriquet de la PTL. Donc voilà, j'ai fait toutes ces courses-là. Et j'avoue, je me suis bien amusé, on s'est bien marré. J'ai fait la Trans 333 aussi, la traversée des déserts égyptiens sur 333 km non-stop. J'ai fait la Badwater, la fameuse Badwater, je sais pas si tu connais cette course de dingos. C'est la course la plus dure au monde. Alors ils sont 2 ou 3 à se battre le titre, hein. Il y a la Barclay aussi, qui est réputée pour être elle est tellement dure qu'il y a quasiment jamais personne qui termine. Je crois que cette année, il y a exceptionnellement 3 mecs qui ont fini, mais c'est exceptionnel, parce que des fois il y a 0. Donc alors moi cette course-là m'intéresse pas trop, parce que aller faire une course pour avoir quasiment 0,5% de chance de terminer, moi je vois pas trop l'intérêt. Par contre, la Badwater, la traversée de la vallée de la mort aux États-Unis au mois de juillet, par plus 50 degrés, 217 km, 4000 positifs. Waouh, là, tu te dis, c'est chaud bouillant l'histoire, et c'était chaud bouillant. Et cette course-là, voilà, c'était la plus dure que j'ai pu faire en tant que course organisée. Et en fait, une fois que j'ai fait toutes ces belles courses, je me suis dit maintenant, ce qui serait sympa, ça serait. Ça t'a pris combien de temps? Ce temps la entre Badwater, entre le premier marathon et ce moment où tu dis j'ai fait toutes ces courses. OK. 8-10 ans. Et je me suis bien marré, hein. Je faisais 1 à 2 défis par an, donc je me suis bien marré. Et puis à la fin, donc j'ai fait une rencontre, encore une fois, toi. C'est que les rencontres, hein, qui font les changements d'orientation, hein. J'ai rencontré Serge Girard. Donc Serge Girard, pour ceux qui connaissent un peu l'ultra, un Normand qui a fait un peu de course à pied aussi. Ouais, voilà, 2-3 bricoles. C'est la référence, pour moi, c'est la référence mondiale de notre sport, de l'ultra, puisque Serge, il a détenu dans sa carrière tous les records du monde de toutes les traversées de tous les continents. Alors, ils ont été battus entre-temps, hein, mais à un moment donné, lui, il les a tous détenus. Donc c'est un truc de dingue. Et le dernier défi en date qu'il a fait, c'est le Tour du monde en courant non-stop de 27 420 km en 16 mois, si je me souviens bien, un truc comme ça. Enfin, voilà, il a pulvérisé le record. Et moi, j'ai rencontré Serge plusieurs fois. Une première fois parce que j'étais curieux de rencontrer ce mec, parce que je trouvais que c'était un extraterrestre. Donc, puis moi, je faisais déjà des kilomètres, tu vois, et lui, il les enquille tous les jours. Donc, je dis, mais comment il fait, quoi? C'est dingue. Et comme je suis curieux, je veux comprendre, donc j'ai été rencontrer ce gars-là, j'ai couru un peu avec lui, il m'a dit, bien sûr, cours avec moi sans problème. Après, je lui ai fait la surprise de
d'aller le rejoindre sur son tour du monde quand il a démarré à l'île de la Réunion. J'ai fait un aller-retour juste pour faire le tour de l'île avec lui, parce que je trouvais ça fun et marrant de faire ça, quoi. Donc là, on est devenu... Tu vois, t'as presque fait la diag quand même. Ouais, presque, ouais. J'ai fait le tour. Et puis là, on est devenu un peu plus potes. Et là, on est vraiment devenu potes. C'est quand il faisait son tour du monde. Je l'ai rejoint en Utah, mais sans qu'il le sache. Et je suis arrivé face à lui, en plein milieu du désert. Je suis arrivé face à lui et sans l'avoir prévenu. Donc là, on est vraiment devenus copains. Et puis après, il m'a invité sur la traversée de l'Alaska, donc que j'ai fait avec lui. Après, j'ai traversé la Namibie avec lui. Et puis là, la rencontre de Serge, ça m'a donné envie de faire des défis maintenant pour moi, un peu comme lui il fait, quoi. C'est-à-dire monter mes propres défis et puis rentrer dans un système un peu trop structuré qui me plaisait plus, en fait. On va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai monté après des tas de projets et je continue d'en monter. Juste pour moi. Bon, on va y revenir tout à l'heure. Tu parlais de Serge Girard, une des personnes qui échange aussi beaucoup avec lui et qu'on a eu la chance de recevoir 2 fois sur le podcast. C'est Marie Léotet qui, elle aussi, a fait le tour du monde et c'est la seule femme pour l'instant. Donc c'est la 1 sur 7 qui vient de boucler son tour du monde l'année dernière. Ouais, j'ai fini son bouquin la semaine dernière. Eh ben écoute, moi j'attends qu'elle me le dédicace avant de le commencer. Je lui ai dit, moi, les gens que je connais, j'achète pas leurs bouquins s'ils sont pas dédicacés. Donc Philippe, ça vaut aussi pour toi. Hein. J'attendrai une dédicace. Moi, je dédicace tous mes livres. Tous mes livres. Bon. Ils sont systématiquement dédicacés. Quand tu repasseras par Castres, près du Castellet, puisque c'est aussi grâce à Eric et Suzy qu'on a été en relation, et bien sûr ma femme qui est passée par le Castellet, eh bien, je passerai te voir et je te ferai me dédicacer le bouquin. Pas de problème. Donc ça c'est un petit peu ta première mue en tant que sportif. Ça a été découvrir le sport. La deuxième, ça a été découvrir la course à pied. La troisième, ça va être justement de découvrir, plutôt de créer des défis pour toi et plus d'être dans des choses qui sont organisées. Pourquoi en fait ça te plaisait pas? On m'a souvent posé la question aussi sur ma traversée de la France. Mais pourquoi en fait t'as eu envie de faire un truc pour toi tout seul et pas quelque chose d'organisé par une société, une organisation, une association, peu importe? Alors pour 2 raisons. La première, c'est que au début, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance d'être dans les pionniers. Je trouvais qu'il y avait du charme. Il y avait énormément de charme. Il y avait un ressenti particulier d'être dans un lieu particulier, etc. Après, alors je mets des guillemets parce que ça reste quand même des beaux trucs, mais ça devient plus l'usine, tu vois. Maintenant, faut des points pour tout. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Les dossiers d'inscription sont de plus en plus chers. Enfin, je trouve qu'il y a moins de magie. Voilà, le mot, c'est magique. Il y a moins de magie. Donc je me suis dit, moi c'est la magie qui m'intéresse. C'est pas tellement d'enquiller des kilomètres. Bon, même si attention, c'est quand même fun de faire ça, mais le truc vraiment pour moi, il est axé sur 2 choses. 1, je veux savoir quelles sont mes capacités. Je cherche en permanence à savoir jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux pousser le bouchon. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis je veux que là-dedans il y ait de la magie. Je veux que ce soit éblouissant. Mais pour moi, hein, d'abord, très égoïstement, je veux que ce soit éblouissant pour moi. C'est-à-dire que quand tu es en pleine montagne, il faut que tu en prennes plein les yeux, quoi. Quand tu traverses un désert, il faut que tu en prennes plein les yeux, quoi. Et je trouvais plus ça dans les courses parce que tu étais dans une course, parce que fallait aller vite, fallait dépasser, enfin bon, c'était plus de mon truc, quoi. Puis après, il faut être honnête, j'ai fait ça 8-10 ans, donc peut-être que j'étais lassé aussi de tout ça. Et que je trouvais beaucoup plus beau de traverser des trucs que moi je décide de traverser, quoi. Voilà. C'est plus ça qui m'a incité à le faire. Ouais, parce que se dire je suis lassé après 8-10 ans, t'as beaucoup de sportifs qui soient de haut niveau ou pas, après 8, 10, 15, 20 ans, ils sont lassés, ils arrêtent tout simplement, ils prennent du gras, ils prennent une bedaine et puis ils passent à autre chose. Souvent, c'est le move inverse de toi, ils se lancent dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, ils deviennent salariés. Toi, t'as fait le contraire. Ouais. Et j'ai tout fait en même temps, moi, Et donc, ce premier défi dans lequel tu te lances, c'est lequel? Alors le tout premier perso, c'est un truc qui s'appelle la Transsouffle. Je sais plus trop ça fait peut-être 8 ou 9 ans que peut-être même 10 ans que j'ai fait ça. La Transsouffle, c'était Marseille-Paris en courant, en faisant un marathon par jour pendant 30 jours. Et alors pourquoi je fais ça? Tous les défis que je fais, tous sans exception, je les accole à du sens. Parce que me faire plaisir, ça me suffit pas en fait.
Certes, je veux me faire plaisir. Certes, je veux trouver de la magie dans ce que je fais, mais ça me suffit pas. Donc, j'y mets toujours du sens. Encore une fois, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est intéressant de faire quelque chose pour quelqu'un, ou pour une association, ou pour une cause particulière. Et puis 2, ça m'aide moi-même, parce que tu le sais, toi, hein, qui as fait des trucs, on a des moments de faiblesse, on a des moments de doute où on a tendance à vouloir se dire c'est trop dur. Et là, quand tu le fais pour un sens particulier, ça te met un coup de boost parce que tu te dis j'ai pas le droit d'arrêter, quoi. Il faut que je continue parce que la cause que je défends, c'est une belle cause, etc. Et en fait, la première chose que j'ai faite, c'est cette transsouffle, c'était pour la mucoviscidose. Parce que Hervé, avec qui je courais, lui, il est kiné, donc il fait beaucoup de kiné respiratoire à des enfants atteints de muco. Moi, j'ai la chance d'avoir personne dans mon entourage d'atteindre cette maladie. Mais je trouvais que c'était chargé de sens pour le coup, tu vois. Moi, j'ai besoin du souffle pour faire mes bêtises, et les gamins avaient besoin du souffle simplement pour vivre à peu près correctement. Donc du souffle pour un souffle, je trouvais que c'était intelligent de faire ça. Donc j'ai fait un truc qui s'appelle Transsouffle. Marseille-Paris, dans la tête des gens, c'est TGV 3 heures. Moi, c'était Marseille-Paris en courant 30 jours. Voilà. 30 jours, 30 marathons, 30 conférences. Chaque soir, je faisais une conf dans la ville où j'arrivais pour parler de la mucoviscidose, du don d'organes et lever des fonds pour donner à l'association Vaincre la muco. Donc ça, c'était le tout premier projet que j'ai fait. Alors autant te dire que j'en ai bien chié parce que enquiller des marathons tous les jours, j'avais encore jamais fait ça et c'était chaud, quoi. C'était chaud. Mais je suis arrivé à Paris, sans problème. Raconte-moi un petit peu ça, parce que Marie, c'est ce qu'elle a fait. Son tour du monde, c'était un marathon par jour. Moi, je suis parti sur un marathon et demi, entre 50 et 70 par jour, pour ma traversée de la France. Et c'est pareil, j'avais jamais fait plus qu'un marathon. Si, j'avais fait un ultra trail, pas un ultra trail. J'avais fait un trail de 50 km, mais c'est tout, quoi. Donc, tu dis que t'en as souffert. Oui. T'avais organisé ça comment? C'est-à-dire, tu pars le matin, tu fais ton marathon, après tu te poses, et puis après tu vas faire ta conférence, ou tu scindais en deux. Enfin, tu t'organisais comment? Ouais, c'est ça. En fait, tous les matins, on partait vers 11 heures à peu près. Je faisais mon marathon. Alors, quand je t'ai dit que j'en ai un peu chié, c'est que en fait, je savais pas comment faire ça. En fait, j'y ai été, j'ai découvert, donc je courais très mal, j'étais pas cadencé comme il faut, j'avais pas les bonnes fréquences, j'étais trop dans l'intensité au départ. Enfin bon, toutes les erreurs qu'il faut pas faire, je les ai toutes faites. Donc partir trop vite, terminer la ramasse parce que j'avais dit aux gens que j'arriverais dans la mairie à 16 heures, donc max. Donc fallait que je sois là à 16 heures max, tu vois. Puis moi je suis un curieux, donc moi j'aime beaucoup courir le long des rivières, par exemple, le long des rivières, le long des canaux. Mais si je vois un pêcheur, moi je m'arrête et je discute avec le pêcheur, si tu veux, tu vois. Donc j'ai tout de suite vite fait de perdre du temps. Donc après faut rattraper le temps. Enfin bon, voilà. Donc j'ai tout fait, les erreurs, je les ai toutes faites. Et puis j'arrivais dans les mairies. Systématiquement, j'aime bien arriver dans les mairies parce que la mairie c'est un lieu symbolique. Alors d'abord, ça implique le maire déjà, donc qui se demande pourquoi il y a un gars qui fait des marathons qui arrive chez lui dans sa mairie. Comme ça l'implique au niveau du sens que je veux mettre. Donc souvent pour la conférence, ça m'aidait bien parce qu'il me fournissait la salle. Et puis après j'allais prendre une douche, soit chez l'habitant, soit à l'hôtel, soit là où on était. Puis à 18h30, je faisais ma conférence tous les soirs, voilà, 1 heure et demie, des échanges. Puis après, manger, dodo, et le lendemain on recommence et ainsi de suite. Et voilà, c'était une routine. J'étais parti avec une équipe de 2 personnes, un caméraman pour des images, mon Jean-Mi qui m'accompagne depuis des lustres, qui est un ami ça fait 40 ans qu'on se connaît, avec Jean-Michel, qui me connaît par cœur. Et puis c'est la première fois que j'avais emmené un kiné avec moi, parce que comme je savais pas trop dans quoi je me lançais, je me dis peut-être que ça sera utile d'avoir un kiné. Bon, je suis vachement content de l'avoir emmené, parce qu'il m'a quand même requinqué tous les soirs. Mais c'est la seule fois que j'ai emmené un kiné, en fait. Après, je m'en suis passé, voilà, tout le temps. Parce que je me connaissais mieux. Ouais, tu te connaissais mieux, tu avais l'expérience. Donc ça, c'était la première, ton premier défi. Et quand tu es arrivé à Paris, est-ce que ça t'a fait l'effet d'un marathon, d'une course, d'un ultra? Pendant une bonne partie, tu te dis plus jamais, puis tu passes la ligne et tu te projettes sur qu'est-ce que je vais faire après? Alors, jamais je me dis plus jamais. Jamais. Mais c'est marrant, Alors, il paraît que j'ai un mental costaud,
Mais alors, ce qui est rigolo, c'est quand on a un gros mental, on s'en rend pas compte, en fait. C'est les autres qui nous le disent qu'on a un gros mental. Mais c'est vrai que quand j'analyse un peu tout ça, même quand c'était dur, même quand c'était très, 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 très dur, jamais, jamais, je me disais, mais plus jamais ça, quoi. Jamais. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui se projette sur le projet d'après. Même pendant que je suis en train de le faire, je me dis, c'est trop bien ce que je suis en train de faire. Le prochain truc, c'est quoi? Qu'est-ce que j'enquille après? Donc, je suis tout le temps dans la recherche de projets en permanence. Ce qui fait que quand j'arrive, j'ai même pas de petit coup de blues. Moi, je suis très très heureux d'arriver. Je suis très heureux d'avoir fini le projet. J'ai beaucoup d'euphorie. Je chiale en règle générale à chacune de mes arrivées parce que c'est quand même un moment intense. T'as été au bout du truc, tu vois. C'est quand même. Puis tu t'enquilles quand même des choses un peu dures. Donc, je suis assez content à chaque fois. Et puis, ben, je suis déjà le lendemain. Ça y est, je repars sur d'autres projets. En règle générale, même le lendemain, je recours. Hein, je m'arrête pas du tout. Je fais du décrassage après tranquille pendant 2-3 semaines, puis après je reprépare le projet d'après, quoi. Tout le temps. Bon, du coup, on va peut-être pas tous les faire, mais les projets suivants jusqu'à un truc où tu as traversé un continent. Ouais. Tu vois où je veux venir? Ouais. Bah après, ouais, j'ai fait plein de. Bah, comme je t'ai dit, j'ai traversé l'Utah avec Serge. Serge, il m'a bien aidé hein, pour traverser des tas de trucs. Hein. Donc j'ai fait l'Utah, j'ai fait l'Alaska, la Namibie. Enfin voilà, plein de projets sympas. Et puis à un moment donné, quand je discutais avec Serge, justement, je commençais à lui dire, j'ai pas de record du monde dans mes souvenirs. Donc ça serait marrant que j'en ai un, quoi, tu vois. Mais franchement, au départ, je raisonne comme ça. Je veux dire, souvenir, ça serait fun. Enfin, tu vois, je me prends pas la tête en fait. Hein, juste, je veux me faire des beaux souvenirs. Et moi, j'ai pas de petits enfants encore, mais quand j'aurai des petits enfants, je me dis, ils me demanderont des histoires. Un de ces quatre, toi, Papou, raconte-moi une histoire. Ben, je raconterai les miennes. Ça sera plus cool, quoi. Donc, j'essaye de me créer un maximum d'histoires, de belles histoires. Et puis, en parlant de ça, il me dit, bah écoute. T'en as un qui est accessible, hein, enfin entre guillemets, hein, c'est la traversée de l'Australie, parce que c'est le plus court, on va dire ça comme ça. Donc c'est 3800 km et le record du monde c'est 38 jours, 12 heures ou 11 heures et 52 minutes, je crois de mémoire, qui est détenu par un Français hein, qui s'appelle Patrick Malandin. Faites le calcul, hein, 3800 km en 38 jours, ça fait 100 bandes par jour, hein, quand même. Ça fait 100 bandes par jour, c'est ça, voilà. Donc alors ce que j'adore avec ce projet, c'est que quand on commence avec Serge à parler de ce projet, pour moi, dans ma tête, hein, c'est complètement inaccessible. Mais complètement inaccessible. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est Serge qui me dit mais moi, je sais que tu es capable de faire ça. Et alors, c'est dingue, parce que je t'assure que la confiance en soi et l'estime de soi, c'est un sujet que je travaille au quotidien tout au long de ma vie. Hein. Parce qu'on travaille pas assez ça. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, là, travaillez votre confiance en vous et votre estime de vous. Vous êtes des belles personnes. Travaillez le sujet, c'est important. Et moi, je passe mon temps à travailler ça. Et là, Serge, il croit encore plus en moi que moi. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, quoi. Et donc, je l'ai questionné. Donc, il m'a expliqué. Il m'a dit, bah écoute, c'est simple. Là, tu cours. On va faire simple. Hein. Il me dit, tu cours comme un con. Donc, c'est normal que tu n'envisages pas faire 100 km par jour. Parce que tu cours comme un con. Voilà. Donc, il m'a expliqué tout ce qu'il fallait que je change. J'ai accepté, ça c'est hyper important ça, j'ai accepté de tout changer dans ma façon de courir, ma façon de manger, ma façon de dormir, ma façon de boire. J'ai accepté de tout changer pour être en capacité de dire, ouais, ok, 100 bandes par jour, c'est jouable. Et donc j'ai fait tout ça, j'ai fait un grand travail qui a duré un an et demi à peu près. Alors par contre c'était chaud, hein, c'était dur, hein. Faut être honnête, c'était dur. Mais j'ai effectivement tout changé, y compris ma façon de courir, donc c'est quand même un truc très dur à faire. Et je me suis traversé l'Australie en courant il y a 5 ans, voilà, parce que j'ai trouvé ça fun. Attends, on va y revenir. Je voulais juste lâcher une petite anecdote. Tu dis que tu as eu du mal enfin, c'était dur, c'était chaud de tout changer, et tu as même changé ta façon de courir. Moi, pour l'anecdote, j'ai commencé à courir vers 16 ans et j'ai presque toujours été un gros talonneur. J'ai toujours tapé du talon. Et puis il y a quelques années, bienvenue au club. Et puis il y a quelques années, je suis même pas passé en médio-pied, je suis passé carrément en avant-pied. Je voulais voir ce que ça changeait, si j'aurais moins de blessures, si j'aurais moins mal au dos. Puis ça m'a bien plu. Et j'ai fait toute ma prépa pour ma traversée de la France en avant-pied.
Troisième jour, je me suis tapé une inflammation du tendon d'Achille. Et là, j'appelle mon kiné qui me dit, mets des talonnettes et puis attaque du talon et au lieu d'attaquer de l'avant. Et du coup, en plein défi, j'ai rechangé ma manière de courir. Ouais. Donc, parfois c'est dur, mais parfois c'est salvateur. Et puis finalement, le corps est une telle machine qu'on se rend absolument pas compte de quoi on est capable. C'est fou. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le corps, c'est une machine de dingue. Donc, c'est une usine chimique, en plus, qui demande qu'à être mis en route. Et on a tous les éléments qu'il faut pour faire des trucs de fou, quoi. Et si tu combines ça avec un mental d'acier, alors là, t'es un guerrier. Ouais. Et tu rajoutes l'émotion. Parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai découvert, ça, tu vois, sur l'Australie. Quand j'ai traversé l'Australie, à un moment donné, j'ai été envahi par l'émotion. Je peux même te dire exactement quand est-ce que c'était, parce que j'ai fait un TEDx là-dessus qui raconte l'histoire. C'était au 2997e kilomètre. Donc, je peux pas être plus précis. Où je me suis littéralement effondré dans tous les sens du terme. Et là, l'émotion m'a littéralement envahi. Et je me suis rendu compte que cette émotion-là faisait partie du triptyque gagnant, en fait. Et que nous, on est dans une culture où on se dit, voilà, un guerrier, ça chiale pas, un guerrier, c'est dur. No pain, no gain. Ouais, voilà, on était là, moi j'étais là-dedans longtemps, toi, et c'est nul, en fait. C'est nul parce que tu peux être un guerrier, ce que je suis, et en laissant parler tes émotions, ce que je laisse faire maintenant, parce que ça m'aide énormément, mais énormément à aller au bout des choses, quoi, énormément. Donc, moi avant c'était corps mental, maintenant c'est corps mental émotion triptyque gagnant. Waouh. Bon, écoute, c'est pas parce qu'on est des guerriers qu'on est obligé d'avoir un cœur de pierre. Hein. On peut avoir un vrai cœur qui bat et avec des vraies émotions, parce qu'elles viennent de là, les émotions à la base. Bien sûr. Donc là, tu te lances dans ce projet de traverser l'Australie. Serge Girard, t'as planté une petite graine qui grandit, tu changes plein de choses, tu te prépares. Comment on se prépare sur un défi pareil, 3800 et des patates kilomètres, avec 100 kilomètres par jour. Donc 2 marathons et demi par jour. Et puis sur un petit continent pas vallonné, il fait pas chaud, la nuit il fait pas froid, il y a pas de désert, il y a pas de bestioles, il y a pas de grande ligne droite, c'est juste c'est un tapis, quoi. Bah ouais. Oui. Alors en plus c'est rigolo, c'est que moi je déteste les lignes droites, hein, donc et là-bas c'est que ça, donc c'est qu'une ligne droite, donc mais oui, t'as raison sur tout ce que tu dis, c'est à l'autre bout du monde, oui, c'est toutes les saloperies sont là-bas, c'est un budget colossal, enfin oui, c'est tout un tas de trucs, mais en fait, ce qu'il faut, c'est step by step, quoi. Moi, je travaille beaucoup en step by step. J'ai compris maintenant, il y a très longtemps, qu'il fallait arrêter quand on prend un entraînement de quelque chose, c'est pour quelque chose de nouveau. Là, en l'occurrence, il fallait que je change absolument tout. Manger, dormir, boire, me tenir debout, courir, marcher. Il fallait que je change tout. Donc, sur le papier, tu peux te dire, bon, waouh, c'est un gros dossier. Allez, je suis un guerrier, j'envoie du steak et j'y vais à fond, quoi. Maintenant, je fais plus du tout ça, parce que ça, tu pars à la catastrophe quand tu fais ça. Il faut y aller, il faut travailler fréquence par fréquence, tous les jours, un petit peu, chaque chose, tous les jours. Et puis, au bout de 7, 8 mois, quand tu as pris une nouvelle rythmique, ou que ça devient une habitude, là, tu mets de l'intensité derrière. C'est ce que je dis tout le temps dans mes conférences. Je dis, arrêtez de bosser l'intensité tout de suite, faites d'abord la fréquence, mettez-vous une rythmique en route, et une fois que vous êtes prêt, que la rythmique est devenue la normalité du jour, paf, là vous mettez de la fréquence, là de l'intensité, pardon. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça dans tous les domaines. Donc sur ma façon de recourir, sur ma préparation, ma réparation. Par exemple, j'ai fait beaucoup de cryogénie, par exemple, ce que je faisais jamais avant. Et j'ai fait beaucoup de séances de cryogénie réparatrice. Et c'était quand même super bien. J'ai appris aussi j'ai travaillé avec un gars qui m'a appris à récupérer en faisant de la micro-sieste avec une technique pour m'endormir très vite, un peu comme les marins, tu sais. Mais tu es sur le bord de la route, à un moment donné, t'es fatigué, tac, tu te mets en boule sur le bord de la route, ou sur le bord de la piste plutôt, et puis en 30 secondes, tu t'endors et tu dors de 4-5 minutes profondément et tu repars. Donc tout ça, j'ai appris et ça a été un chantier colossal. Mais comme je savais le pourquoi je le faisais, j'y allais quand même pour traverser un continent en courant, éventuellement battre le record du monde. Enfin, waouh, donc là, le jeu en vaut la chandelle. Tu es prêt à faire tout ça en fait quand tu sais pourquoi tu le fais. Et c'est vrai dans la vie d'ailleurs pour tous les dossiers qu'on mène. Il n'y a pas que le sport. Hein. Si tu sais pourquoi tu fais les choses, c'est beaucoup plus facile.
Beaucoup plus facile. Et on en arrive peut-être à un peu la perte de sens de beaucoup de choses et de cette société. Alors si on prend ne serait-ce que le mariage, combien de gens se marient pour divorcer 5, 10, 15 ans après, parce que peut-être il y avait cette perte de sens dans la relation. Combien de temps de préparation pour cette traversée de l'Australie ? Alors, en réalité, 1 an et demi sur le papier, mais si je réfléchis, c'est 10 ans, quoi. Parce qu'en fait, toutes les courses que j'ai faites avant, tous les défis que j'ai fait avant, sans que je le sache, en fait, ce sont des défis préparatoires qui m'ont amené à envisager faire une transcontinentale. Si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait avant, mais il y a même pas de sujet, en fait, on n'y pense même pas. Voilà. Donc en fait, il y a 10 ans de préparation inconsciente et 1 an et demi de préparation très 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 consciente, là, pour le coup. Et là, pendant cette préparation-là, donc tu changes tout, mais tu cours tous les jours, tu augmentes les distances au fur et à mesure. Comment est-ce que tu as structuré ta préparation physique ? Alors moi, je cours tous les jours, mais depuis longtemps. Alors, au départ, pour une raison très spécifique, c'est que j'ai 61 ans et donc je suis un peu abîmé de partout, moi, si tu veux. Parce que les 30 ans de handball, je m'en rappelle, hein, c'est assez physique le handball, tu vois, donc des séquelles, j'en ai pas mal, des bobos, j'en ai partout, et en fait, si je m'arrête de courir, j'arrête l'usine, en fait, tu vois, l'usine chimique, elle arrête de tourner. Et j'ai besoin de cette usine chimique, j'ai besoin de la dopamine, j'ai besoin de l'endorphine, j'ai besoin de tout ça pour que les douleurs que j'ai à cause de toutes mes petites blessures soient tolérables, voilà, soit facile à vivre, voilà. Pas tolérable, c'est négatif comme terme. Soit facile à vivre, voilà. Et donc je cours tous les jours, voilà. Et y compris quand je suis en récupération, je fais du sport. C'est-à-dire que quand je fais en récupération, je vais nager, je fais du vélo, je fais autre chose, mais je ne fais jamais de récupération passive, jamais. Par contre, comme je te l'ai dit, je fais de la réparation avec de la cryo, avec des massages en profondeur. Voilà, je fais des massages. Quand je prépare quelque chose, je suis en massage toutes les semaines. Voilà. Mais je cours tous les jours. Quand je prépare un dossier comme ça, je fais 20 km tous les matins avant de commencer ma journée. Alors moi, je regarde pas la télé, hein, quasiment. Hein, donc ça m'aide. Hein, je gagne au moins 3 heures par jour par rapport à un Kidam, quoi, parce que je crois qu'on est même au-delà de 3 heures en moyenne, je crois. Donc moi, je vais courir tous les matins, très tôt. Ça, c'est quand je peux le faire. Quand je peux pas, je cours le midi, je cours le soir, je cours la nuit, peu importe quand est-ce que c'est, mais je cours. Voilà. Et je fais 20 bornes à peu près tous les jours. Et le week-end, je fais une sortie plus longue de 40-45. Voilà. Mais je vais pas au-delà. Ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien d'aller au-delà. En fait, ce qui est intéressant, c'est de monter en rythme tranquillement pour être capable de faire 25, 30, 40 kilomètres avant de démarrer ta journée, quoi. Et en disant, voilà, c'est cool, quoi. Tout va bien. Pas fatigué, tu vois. Comme il y avait un sketch, je sais plus qui c'était, là, qui dit, je fais de la K2000, tu sais, mais je suis pas fatigué. C'est chouette, mais je suis pas fatigué, quoi. Moi, je sais plus qui c'était qui faisait ce truc-là. C'est Dupontel, je crois que c'était Dupontel. Enfin bon, peu importe. L'idée, c'est ça. C'est d'enquiller les kilomètres avec, je mets des guillemets, avec facilité, parce que ça peut faire prétentieux de dire ça, mais c'est ça l'idée. Tous les jours, pas vite, pas fort. Moi, je cours pas vite. Hein. Moi, je cours à 9,5, 10, un grand max. Hein. Parce que faut que j'ai une fréquence cardiaque qui tourne entre 98 et 110, quoi, tu vois, pas plus, pour pouvoir durer dans le temps. Donc, mon travail, il est plutôt axé sur la sauvegarde de mon rythme cardiaque, tu vois, pour pas taper, pour pas envoyer d'acide lactique dans les muscles, pour être zen, quoi. Et après, tu fais 30, 40 ou 50 ou 60, c'est pareil, quoi, en fait, au bout du compte. Et ça t'a suffi pour préparer des journées à 100 bornes, 38 journées à 100 bornes ? Alors, sur le papier, c'était censé suffire. C'était censé suffire. Mais en fait, 100 km par jour, on est dans un spectre là qui rentre dans la démesure quand même. Donc non, ça s'est pas fait simplement, ça a pas suffi. Mais après, je me suis beaucoup posé la question, surtout pendant que j'étais en train de le faire. Hein. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour que ce soit plus facile, tu vois ? J'ai pas la réponse. Hein. J'ai pas la réponse. Je sais pas ce qu'il aurait fallu que je fasse parce que j'ai quand même eu la sensation d'en faire beaucoup, d'avoir beaucoup changé les choses, d'avoir fait attention à des tas de choses.
Et ça a pas suffi, donc je sais pas ce qu'il faut faire de plus, quoi. Mais attention, il faut être raisonnable dans les propos. 100 km par jour pendant plus de 38 jours, on est dans du XXL, c'est pas tout à fait logique là ce qu'on fait, tu vois. D'ailleurs, moi je ferai plus ça. Je l'ai fait, je le ferai plus, c'est fini. C'est trop dur. Et toi, tu t'organisais comment justement sur cette traversée, sur cette transcontinentale? C'était le même style que ta transsouffle, départ le matin, t'enquillais tout, Ouais. et le soir tu dormais à l'hôtel dans un camping-car. Comment tu t'organisais? Non, alors en fait, la façon dont c'est organisé, c'était simple. On s'était donné, moi je m'étais dit, voilà, le top c'est de faire les 100 bornes en 14 heures à peu près. Tu vois, 14 heures, ça veut dire les pauses pipi, les pauses manger, les pauses sieste, enfin voilà, toutes Les pauses cigarettes. Ah non, excuse-moi. Mine de rien, des pauses, t'en fais pas mal dans une journée comme ça, tu vois, t'en fais beaucoup, plein de petites pauses mis bout à bout, ce qui fait que ta moyenne, elle est pas très bonne, tu vois. Mais on s'en fout, c'est pas très grave. L'idée, c'est pas d'aller vite, l'idée, c'est de traverser. Donc, on s'était dit, voilà, 14 heures au top, au pire, 16 heures max sur la route, tu vois. Et je m'étais dit, si je suis 16 heures sur la route, mon équipe, pour s'occuper de moi, ma logistique, tout ça, ils vont pas suivre en fait. Tu vois, c'était le paradoxe. Parce que mon équipe, elle se couche 1 heure après moi pour tout préparer pendant que moi je dors. Et elle se lève 1 heure avant moi pour tout me préparer, pour que quand je me lève, je m'habille, je mange et j'y vais, quoi. Donc, je me suis dit, si je suis 16 heures sur la route, plus 1 heure, ça fait 18, plus un peu de logistique entre deux. Mais mon équipe, elle va dormir quand, quoi. Donc, j'ai pris 2 équipes. On est parti à 4. On est parti à 4 plus moi. Et pour qu'ils puissent se relayer régulièrement, pour que l'équipe puisse suivre. Parce que si j'ai pas une équipe performante pour s'occuper de toute la partie logistique du dossier, parce que tu traverses quand même le bush australien, donc ça veut dire que tu traverses le désert, il y a personne, il y a pas un Pékin, tu croises de temps en temps, t'as un camion qui passe, mais tu croises des fois des journées et il y a personne. Donc, faut une équipe nickel chrome pour assurer la logistique. Donc, je suis parti avec, voilà, 4 personnes, un camping-car, un 4x4, parce qu'on est passé dans des pistes, des fois, qui étaient un peu rock'n'roll. Et quand il y avait des roadhouse possibles, c'est-à-dire quand tu traverses l'Australie, il y a des roadhouse tous les 90 km. Donc, roadhouse, c'est un endroit où t'as un hôtel, une petite épicerie et une pompe à essence pour refaire le plein. Des fois, c'est super bien, des fois, c'est pas bien du tout. Voilà. Mais tu le sais que quand t'arrives. Et puis, c'est tous les 90. Moi, je fais tous les 100. Donc, tu vois, il y avait des transferts à chaque fois. Donc, des fois, le transfert était trop long. Donc, on faisait camping-car. Et quand le camping-car pouvait pas passer dans les pistes parce qu'il y avait trop de sable et que le camping-car, d'abord, c'était interdit qu'il y passe, voilà, on faisait du bivouac. Donc, bivouac, c'est toile de tente, les matelas épais comme ça, et puis tu dors pas, quoi, en gros, quoi, tu vois. Enfin, tu dors pas très bien, puis il y a pas de douche, puis il y a rien, quoi. Enfin, donc le mieux, on essayait de favoriser les roadhouse pour que je puisse avoir une douche chaude, parce que ça fait quand même un bien fou la douche chaude, pour le corps, mais aussi pour la tête, parce que c'est un signal à ta tête que la journée est finie. Et c'est important d'envoyer des signaux à ton cerveau pour dire voilà, maintenant c'est fini, tu peux te relaxer, tu peux te reposer. Alors le souci de ça, c'est que pour aller dans le détail et le pourquoi je n'ai pas battu le record du monde, parce que je ne l'ai pas battu. J'ai fait la 2e perf mondiale, bon, ce qui est sympa, mais j'ai pas battu le record. J'ai été devant pendant 25 jours, mais au 26e jour, il est passé devant. Et en fait, je l'ai pas battu pour cette raison-là, c'est-à-dire que je voulais privilégier les roadhouse pour privilégier la douche, un bon lit et tout ça, plutôt que le camping-car. Et ben j'aurais pas dû, parce qu'en fait, quand je faisais mes 100 bornes, voilà, à la fin, j'arrive, on mettait un plot sur le bord de la route. Parce qu'en fait, le record, c'est au centimètre près, tu traverses en courant, quoi. Je remontais dans le 4x4, on allait au roadhouse des fois 15, 20, 30 km plus loin, et le lendemain matin, on ramenait 30 km pour que je vienne au point où je m'étais arrêté la veille. Sauf que tous ces temps de transfert, là, bah, pendant ce temps-là, moi, je me repose pas, quoi. Parce que tu dors pas dans un 4x4, c'est fou mal, quoi. Et t'as pas de sommeil récupérateur. Ce qui fait que j'ai manqué de sommeil, parce que je dormais que 4h30, 5 heures par nuit. Et alors sur 10, 15, 20 jours, ça passe. Sur 40 jours, ça passe pas, quoi. Donc au bout d'un moment, t'es épuisé parce que tu te régénères pas, quoi.
Et c'est ça qui a été très compliqué. C'est pour ça que je suis quand même extrêmement content d'avoir fait la deuxième perf mondiale, alors que j'étais dans un état à la fin, ça ressemblait plus à rien, quoi. Parce que j'étais épuisé, parce que je me régénérais plus manque de sommeil, quoi. Bon, attends, non, ma femme est pas là, ça me donne des idées, Ouais, tu disais qu'à la fin, tu étais dans un état lamentable, notamment à cause de cette, entre guillemets, privation de sommeil. Tu crois que, justement, si tu avais changé quelque chose, c'est-à-dire si au lieu de privilégier les Roadhouse, tu t'étais dit, bah là, on est à 100 bornes aujourd'hui, allez, j'en fais... Ouais. Déjà, la première question, c'est est-ce que c'est 100 bornes par jour, tous les jours, ou si tu voulais faire 105 ou 98 le lendemain, tu pouvais? Ouais, d'abord, oui, je pouvais faire ce que je voulais, ça c'est heureusement. Le truc au départ, alors que je dis à tout le monde qu'il faut pas taper dans la butte au départ, je le dis à tout le monde, hein. Mais bien sûr, pour moi, je l'applique pas, hein, évidemment. Donc, le premier jour, je voulais faire 120 km le premier jour, pour prendre de l'avance. Puis le deuxième 115, puis descendre tranquillement. Mais c'est une erreur. Heureusement, j'avais emmené avec moi Serge Girard, qui est venu avec moi, qui faisait mon assistance. Tu te rends compte, j'avais Serge Girard qui faisait mon assistance. C'est quand même un truc de fou, quoi. Et Serge, il me dit, arrête d'être con, c'est 100 bornes, point barre, quoi. Donc, et en fait, je dis à tout le monde maintenant, quand tu démarres dans un projet quelconque, une course ou peu importe ce que c'est le projet de ta vie, la vitesse où tu démarres le projet, est-ce que tu crois sincèrement que c'est à la vitesse que tu vas terminer? Et j'ai toujours ça en tête maintenant. Est-ce que à la vitesse où je cours, est-ce que tu crois sincèrement que c'est à la vitesse à laquelle tu vas finir? La réponse est tout le temps non. Et donc, ça te permet de lever le pied et d'être plus cool, quoi. Et en fait, oui, je faisais ce que je voulais. Donc, j'avais quand même calé au départ de faire 100 km jour. 101, exactement, 101 tous les jours. Et j'ai pas fait ça. J'ai fait 101, 104, 96, 94, voilà. En fait, j'ai eu deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que je me suis cassé la figure le deuxième jour. Sur le bord de l'autoroute, je suis tombé en me faisant très très mal. Je me suis ouvert l'arcade sourcilière, les coudes, la main, les genoux, hématome à la cuisse, et je me suis enfoncé une côte. Tu vois, parce que je suis tombé sur mon coude. Donc deuxième jour, hein, donc ça démarrait pas très bien. Donc forcément, je démarre avec un handicap, et donc il a fallu trouver des plans B, des compensations, enfin bon. Donc ça m'a un peu gêné. Et autre point sur lequel ça m'a un peu gêné, c'est que je suis parti avec une tendinite au tendon d'Achille gauche, mais que je connais par cœur, si tu veux. C'est une tendinite chronique que j'ai depuis 10 ans. En gros, c'est une tendinite qui me fait mal tout le temps. Et je la gère. Mais sauf que je la gère sur 1000 ou 1500 bornes, mais pas sur 4000. Donc forcément, à la fin, ça s'est amplifié, ça s'est dégradé. Résultat, à 270 km de l'arrivée, je me suis déchiré le tendon d'Achille. Donc, bon, sur le papier, c'est embêtant, tu vois. Alors, la super bonne nouvelle, c'est que je savais pas qu'il était déchiré. Juste, je me suis fait super mal et j'ai failli tomber dans les pommes et tout, hein, c'était chaud, hein. Et je me suis fait super mal, j'ai appelé Jean-Michel, j'ai dit trouve-moi de la glace. Alors là, c'est là que Jean-Mi, il est dingue, hein. Jean-Mi, t'es au milieu du bush, tu lui dis trouve-moi de la glace, il arrive avec une poche de glace, hein. Je sais pas où il a été la chercher, mais il arrive avec une poche de glace. On a mis la glace sur le tendon. Il me restait 270 km. Je venais de faire 3500 bornes. Pas question que j'arrête, quoi, tu vois. Donc j'ai fini les 270 derniers kilomètres avec une déchirure au tendon d'Achille. C'est pour ça que ça ressemblait plus à rien à la fin, tu vois. Mais j'ai fini. Quel malade. Quel malade. En même temps, je crois que je suis un peu mal placé pour le dire, mais bon, j'ai pas fait un truc de la même ampleur que toi. Pendant ces plus ou moins 100 bornes par jour, t'as couru tout le temps ou il y a des moments où tu marchais? Non. Alors moi, je marche en Cyrano. Je sais pas si tu connais la technique Cyrano. La technique Cyrano, c'est l'alternance d'une marche rapide, donc 6,5, tu vois, à peu près, et course lente, 9,5. Et c'est une alternance. Bah, c'est des kilomètres heure que tu donnes. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est pas des minutes par kilomètre, c'est des kilomètres par heure. Donc on est sur la vitesse, c'est pas l'allure. Mais bon. Non, des kilomètres heure. Et en fait, cette méthode Cyrano, là où c'est très difficile, c'est qu'il faut la mettre en œuvre dès le début. C'est-à-dire que même la première étape où t'es frais, t'es dispo, t'as qu'une envie, c'est de courir tout le temps parce que ça fait des mois que tu te prépares, donc forcément t'as qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Ben là, faut se freiner et se dire voilà, non, tu commences par faire 15 bornes en courant, tu t'arrêtes, tu marches pendant 3 bornes, tu repars pour 15 bornes, tu marches pendant 3 bornes, et ainsi de suite. Et ça, c'est au début, puis à la fin, tu as tendance à faire l'inverse, hein, c'est-à-dire tu marches 15 bornes, tu cours 3 km, enfin,
Après, tu t'adaptes en fait. Après, tu fais un peu ce que tu peux. Mais moi, j'alterne tout le temps, dès le début. Bon, tu vois, on se connaissait pas, mais finalement, je suis assez content parce que moi, sur ma traversée, j'ai justement été moins, je te cite, con que la plupart. C'est-à-dire que je suis parti plus lentement que la vitesse à laquelle je suis arrivé. Et pourtant, j'étais beaucoup plus rapide que la vitesse que m'avait conseillé mon coach. Et pendant tout le défi, tous les jours, il me disait ralentis, ralentis, ralentis. Il appelait ma femme, il disait il faut qu'il ralentisse, faut qu'il ralentisse. J'ai fini bien plus rapide que ce qui était prévu. Mais tu vois, je suis assez content parce que j'ai réussi à me cantonner, à me préserver, à partir plus lentement plutôt que de partir comme une balle, comme effectivement on l'a peut-être tous et beaucoup de gens le font, notamment sur marathon où les mecs ils partent, ils sont dans le sas des 3h30, ils partent avec les mecs qui vont en 3h et puis arrivés à 20 bornes, ils ont 20 ou 30, ils prennent un mur et puis voilà, c'est terminé. Donc ça c'était sur le défi en lui-même. Sur la préparation, d'un point de vue peut-être logistique, financier, comment tu as géré tout ça? Alors en fait, au niveau finance, je dis à tout le monde, et parce que c'est vrai, que moi j'ai pas de sponsor. Je n'ai pas de sponsor. Par contre, j'ai toujours été financé pour mes projets, à 100%. Parce que moi je crois dans le sens et la définition des mots. Sponsor, pour moi, c'est un gros mot. Sponsor, c'est donne-moi de l'argent que j'aille m'amuser. Et un sponsor, ça a plutôt tendance à te mettre un coup de pied aux fesses quand tu vas pas assez vite, tu vois. Moi, j'ai eu dans ma vie que des partenaires. Et je trouve que c'est un vrai joli mot, le partenariat. C'est-à-dire, c'est quoi la différence? C'est qu'un partenaire, c'est quelqu'un qui va vibrer avec toi sur la même aventure que toi. Sauf que toi, tu l'as fait et que lui, il la suit de loin. Et ça change, pour moi, ça change absolument tout. Et en fait, c'est pour la finance, parce que ça coûte, tu vois, l'Australie, ça m'a coûté 60 000 euros, donc ça coûte un peu cher quand même. Parce qu'on est parti 2 mois, j'ai emmené 4 personnes avec moi, on a loué les campings, enfin, tu vois, ça coûte, puis les billets d'avion pour tout le monde, enfin, ça vaut cher, quoi. Et en fait, la façon dont je procède, c'est que moi, quand je parle d'un projet, je suis exalté, en fait. Je suis un exalté, moi. Je suis un enthousiaste. C'est-à-dire que quand je m'engage dans un projet, mais que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, hein, à partir du moment où je décide de m'engager, je suis à 250%. Je suis enthousiaste, mais grave, quoi. Et donc, quand je parle de mes projets, les gens ont les yeux qui brillent, en fait. Ça brille. Et les gens me disent, waouh, waouh. Tu sais, le waouh, c'est l'indicateur de référence, hein. Il faut être capable de susciter des waouh aux gens à qui tu parles. Et là, à chaque fois que je fais ça, les gens font, waouh, waouh, c'est dingue ce que tu fais, c'est fou. Et systématiquement, à la fin, il y a la question qui arrive, c'est, est-ce qu'on peut t'aider? Ou comment on peut t'aider? Et là, systématiquement, je réponds oui, et je dis, ça coûte un peu, donc voilà. Mais moi, jamais au départ, je demande de l'argent, jamais. Je ne fais que parler de mes projets, avec enthousiasme et exaltation, et là, les gens me disent, on veut t'accompagner. Comment on peut faire pour t'accompagner? Et là, on crée des relations. En plus, moi, la plupart de mes partenaires, ce sont devenus des amis, quoi. C'est des gens que je tutoie, qui dirigent des grosses boîtes, et tu vois, je prépare un nouveau projet pour l'année prochaine. Hop, de nouveau, ils me suivent, ils m'appellent, ils me disent, ah, c'est trop bien ton truc, bien sûr, je suis avec toi. Voilà. Et tu vois, ça marche comme ça, en fait. Donc, toute cette partie finance, ça a fonctionné comme ça. C'est ce que j'ai pas su faire, mais j'apprends. J'apprends au contact des meilleurs. Et puis j'avais une question, parce que moi c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est aussi quelque chose que certainement beaucoup de nos auditeurs qui sont entre guillemets peut-être que des coureurs, que des nageurs, que des triathlètes, mais c'est la relation avec les proches et en particulier avec la famille. Tu disais t'es marié, t'as 3 enfants. Comment est-ce que tu arrives à t'organiser pour préparer tout ça, parce que ça demande du temps, que ce soit sur l'aspect préparation physique, sur la logistique, sur les finances. T'en parles, ok, mais ça veut dire que tu te déplaces, t'appelles les gens, tu vas en conférence, toutes ces choses-là, ça demande du temps que tu consacres pas à ta famille. Et puis après, t'as traversé. Là, toi, t'es parti 2 mois en Australie. Qu'est-ce que t'as fait de ta famille pendant 2 mois? Comment est-ce qu'elle a vécu ça, ta famille? Alors d'abord, j'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire. D'accord? J'ai de la chance, c'est-à-dire J', plus loin 2, plus loin là, plus loin chance. J'ai de la chance d'avoir une famille extraordinaire. Mais j'aide la chance, J'AIDE, j'aide la chance pour que je puisse avoir cette famille extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, mon comportement, mon attitude, ma posture fait que ma famille adhère à 100% sur les projets que je fais. Ça veut dire que je fais hyper attention à conserver le maître mot de ma vie,
moi j'ai plusieurs maîtres mots qui dirigent ma vie, hein, mais le maître mot avec un L majuscule, c'est l'équilibre. Moi, je fais hyper attention à l'équilibre de ma vie. C'est-à-dire que j'ai plein de vies, je suis entrepreneur, je suis dans des associations, je fais du sport, je fais des conférences, j'écris des bouquins, voilà, je fais plein de choses. Mais je fais attention à ce que rien dans ces vies, malgré que je les traverse avec intensité, rien ne vient perturber mon équilibre. Ça veut dire que quand je suis avec ma femme et mes enfants, je suis à fond avec ma femme et mes enfants. Quand je suis dans mon sport, je suis à fond dans mon sport. Quand je suis dans mon business, je suis à fond dans mon business. En fait, je ne me disperse pas. Je ne me disperse pas. Alors ça, c'est sur le papier, hein. Évidemment, facile à dire, beaucoup plus compliqué à faire, hein. Parce que on est tellement sollicité pour être en dispersion que c'est super difficile. C'est pour ça que c'est important d'avoir. Alors tu vois, regarde. Sur mon téléphone, je sais pas si tu vas le voir, tiens, regarde, tu vois, sur mon téléphone, j'ai ça, tu vois. Ça, c'est un logo qui veut dire harmonie dans le sens agir ensemble. Et ce logo, il est sur mon téléphone, il est sur mon ordinateur, il est des fois sur mes fringues, il est sur ma sacoche, il est partout, sur mon portefeuille. Parce que j'ai besoin d'avoir un rappel visuel que mon objectif premier, c'est de rester en harmonie avec les autres. C'est ça. Et je suis comme tout le monde, hein. C'est-à-dire, je me laisse aller, hein. Parce que je suis tellement intensif que je me laisse aller dans le déséquilibre. Donc, régulièrement, j'ai mis partout ça, partout, dès que je touche à mon téléphone, je le vois. Je dis, ah oui, au fait, n'oublie pas ça. Parce que c'est la base de tout. Ce qui fait que quand je pars de moi, alors déjà, ma femme, elle souffle un peu, hein, parce que moi, je suis un mec fatigant, hein. Donc, moi, je fatigue mon entourage, hein. Donc, je le sais, hein. Parce que comme je suis aujourd'hui avec toi, je suis comme ça tout le temps en fait. Donc, je fatigue mon entourage. Donc, quand je pars déjà, je te propose qu'on divorce et qu'on se marie tous les deux, Philippe, parce qu'on s'entend bien. Tout le monde souffle un peu quand je m'en vais déjà. Et puis je reste en contact. Tu sais, aujourd'hui, on a tous les outils qu'il faut. Moi, je suis à l'autre bout du monde, mais on fait des FaceTime avec le téléphone. Salut ma chérie, comment ça va? Et toi, ouais, il fait chaud, mais c'est cool. Bon. Mes enfants, toi, moi j'ai un de mes fils qui habite en Nouvelle-Zélande, toi, ça fait 6 ans, donc tu vois, heureusement qu'il y a ces outils-là maintenant pour rester en contact avec eux. Par contre, je vais te raconter deux anecdotes que j'aime bien. La première, c'est qu'en Australie, tu vois, 2 mois partis, 2 mois et demi même, mais à l'arrivée, mon épouse était à l'arrivée, mon premier fils, Alexandre, qui vit en Nouvelle-Zélande, avait fait le voyage et était là à l'arrivée, ma fille aussi. Mon deuxième fils, malheureusement, pouvait pas être là, mais ils étaient là, tu vois, donc c'était un moment extraordinaire de les voir à l'arrivée. Ma femme, je savais qu'elle serait là, mon fils aîné, je savais pas qu'il serait là, donc c'était un moment énorme. Et puis, sur le tout premier défi que j'ai fait, un peu fou, sur le pôle Nord, j'avais un problème avec mes enfants, parce que mes enfants étaient petits, et à l'école, ils sont pas tendres, tu vois, entre eux. Donc, je me rappelle, mon Victor, il arrivait à la maison et en pleurs. Et je disais, mais pourquoi tu pleures, mon loulou? Et il me disait, bah parce que les copains, ils disent que t'es un menteur, que tu vas pas aller au pôle Nord, parce que c'est dangereux. Mais je dis, si, je vais aller au pôle Nord, mais j'y vais pour me marrer, t'inquiète pas, tout va bien. Bon, alors, donc, il repartait, il était requinqué. Et le lendemain, il revenait en pleurs. Je dis, bah pourquoi tu pleures encore? Bah, parce que les copains, ils disent que tu vas mourir. Parce que ils m'ont dit que t'étais fou et que c'était dangereux, etc. Et là, ça commence à me poser un problème, tu vois. Et puis, j'ai dit, je vais faire autrement. Je vais aller dans la classe dans l'école et je vais aller leur parler du projet. Et je vais les impliquer dans le projet. Et donc, je leur ai proposé un truc. Je leur ai dit, voilà, alors vous savez, je suis papa de Victor, blablabla, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, j'ai cru comprendre que vous pensez que ça va être dur. Vous tranquillisez-vous, ça va pas être si dur que ça, on fait ce qu'il faut pour, blablabla. Enfin, j'explique le projet. Donc déjà, ça change un peu la donne parce qu'on est en train d'échanger. Et là où ça a vraiment changé la donne, c'est quand je leur ai dit, je vous propose de faire un drapeau de l'école. Vous êtes 25, vous allez faire 25 dessins sur le drapeau. Ce drapeau, une fois que vous aurez fait les dessins, je vais l'emmener au pôle Nord. Je ferai la photo sur le poteau avec toutes les capitales, là, tu sais, là, qui matérialisent le pôle Nord. Je ferai une photo de ça et je vais revenir avec et on redécoupera chaque morceau et je vous redonnerai chacun votre morceau. Donc, votre morceau aura été au pôle Nord. De ce jour-là, les gamins, c'était génial. Ils étaient à fond la caisse. En plus, on a monté un programme sportif avec eux. Enfin, on a couru avec eux. Enfin, c'était top. Voilà, c'était vachement bien. Et puis après, j'ai eu un autre problème avec mes enfants.
c'est que après je suis passé à la télé. Je suis beaucoup passé à la télé après, parce que premier français au pôle Nord, donc forcément je suis passé, en plus quatrième, donc on avait bien marché, donc j'avais France Info qui m'attendait à l'aéroport, enfin tu vois, bon bref. Et donc bon, moi je trouvais ça marrant de passer à la télé, c'était rigolo. Sauf que mes gamins, ça changeait tout. C'est-à-dire que papa, c'est un dieu. Papa, il passe à la télé, tu vois, donc c'est un dieu. Et moi, j'arrêtais pas de leur dire, mais non, je fais ça pour rigoler, quoi, tu vois. Et puis le problème, c'est que les enfants, non, alors je mets des guillemets partout, hein, mais ils m'idolâtraient, tu vois, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Et un jour, j'ai réglé le problème d'une belle façon, c'est pour ça que je te la raconte, parce que ça peut aider peut-être des gens. C'est qu'on va en vacances dans les Alpes, et on va à l'Aiguille du Midi, tu vois. Et à l'Aiguille du Midi, tu peux t'arrêter au milieu. Et avec les enfants, on monte, et on pique-nique sur un rocher, je m'en rappellerai toute ma vie. Et les enfants remettent ça. Et papa, t'es passé encore hier à Incroyable mais vrai. J'étais passé à Incroyable mais vrai. T'imagines le truc, ça. Bref. Et je sais plus comment faire pour qu'ils arrêtent ça, toi. Et je vois en face de moi le Mont Blanc. Et je les fais tourner. Je dis, les enfants, vous voyez ce que c'est ça? Il me dit, ouais, papa, c'est le Mont Blanc. Il me dit, est-ce que vous pensez qu'un jour, tous les deux là, mais ils étaient minots, hein. Je dis, quand toi, t'auras 18 et toi 21, est-ce que tu penses qu'on est capable d'aller là-haut tous les trois? Et les gamins me disent, mais non, papa, toi oui, mais nous non. Et papa, c'est le Mont Blanc, quoi. Non. Et moi, je leur dis à mes enfants, je vous garantis que quand toi, tu auras 18 et toi 21, si vous le voulez, on ira tous les trois là-bas, taper dans la main. On s'est tapé dans la main. De ce jour-là, eux aussi étaient des warriors et des guerriers. Et ils ont arrêté de me prendre pour un dieu. Et ça s'est calé impeccable. Et après, mes gamins, ils adorent, hein, quand je pars, je raconte mes trucs. En plus, moi, je fais des films à chaque fois, toi, donc je reviens avec des films et tout. Et c'est plutôt sympa, quoi. Non, ça se passe très, très bien. Waouh, j'ai du mal à réagir parce que j'ai les larmes qui montent, tu vois. Ça me rappelle aussi pas mal de choses et pourtant, encore une fois, j'ai pas fait un truc aussi dingue que toi. Mais tu vois, mon petit bonhomme qui a 3 ans, il est venu de temps en temps sur le parcours. Mon épouse m'a fait aussi la surprise des fois de venir et tu le voyais à côté du camping-car. Et ça, c'est Agrippa, ça, c'est papa. C'est juste des souvenirs géniaux. Et lui aussi, c'est pareil. Il y a des gamins qui me disent, ah, mais non, c'est pas n'importe quoi. Ton père, il va pas traverser la France, surtout en courant. Et puis, mais lui, il était plus d'aplomb. Si. Regarde, il est en train de le faire. Ah ouais, bah ouais. Bon, ça, c'est l'Australie, 2018, hein, Ouais. c'est ça? Ouais. Et depuis, tu fais quoi? Depuis, j'ai été pas mal embêté, comme tout le monde. En 2020, j'étais en train de préparer une traversée de l'Europe en courant. Et puis, 2020, j'ai fait comme tout le monde, hein. On m'a dit, tu restes chez toi, donc je suis resté chez moi. Et je me suis dit, alors j'ai râlé, hein, au début, hein, comme tout le monde, hein. J'ai râlé, ça m'ennuyait de rester coincé. Et puis surtout, je pouvais pas faire mon projet, quoi, tu vois, donc ça m'embêtait. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est nul, arrête de râler. Tu t'arrêtes pas de dire aux gens qu'il faut tout positiver dans la vie, qu'il y a toujours des bonnes nouvelles. Eh ben, cherche-la, ta bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle du coin? La bonne nouvelle, c'était que j'étais j'avais du temps à disposition. Le truc qu'on cherche tout le temps, toi. Là, on me le donnait. Donc, j'ai pris ce temps pour lire, beaucoup lire, et regarder des liens vidéo que j'avais mis dans un coin. J'en avais une page complète, des gens que je voulais regarder. Aurélien Barraud, Jean Covici, Arthur Keller, Fabrice Bonifay, Cédric Rickenbach, Pablo Servigne, tous ces gens-là. Je voulais lire leurs livres et je voulais les écouter. Et là, j'ai pris le temps de le faire. Et là, ça m'a impacté. Mais ça m'a impacté très fortement. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, on est en train de déglinguer la planète, quoi. On est en train de la bousiller. Et ça va pas du tout. Moi, j'adore cette planète. Elle est vachement bien, cette planète. Et puis, je veux la laisser propre à mes enfants. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, depuis, tous mes projets s'appellent Courir pour la planète. Et le tout premier que j'ai fait, juste post-Covid, c'est-à-dire qu'on nous a dit, ouais, vous pouvez ressortir, mais en France, hein, vous n'allez pas plus loin, vous restez en France. Je me suis dit, tiens, je me suis entraîné, je suis prêt, je vais faire un périple dans l'esprit zéro carbone. Donc je suis parti avec une carriole de chez moi, de la porte de chez moi, donc je pouvais pas faire plus près, hein. J'ai ouvert la porte de chez moi avec ma carriole, et j'allais en vacances dans le Jura, chez des amis, à Pupillin, exactement dans le Jura, et il y a 740 km, et j'ai dit à ma femme, je vais y aller en courant,
74 km par jour pendant 10 jours, en tirant une carriole de 24 kilos, en autonomie complète, zéro carbone. Voilà. Donc ma petite maison dans ma carriole, et j'y vais en courant. Voilà. Ça veut dire, alors, à part l'eau, que j'étais obligé de demander l'eau aux gens, parce que tu peux pas trimballer 8 litres d'eau tous les jours pendant 10 jours, c'est pas possible, donc j'allais taper aux portes. Sinon tout le reste, la bouffe lyophilisée, la toile de tente, le bivouac le soir au pied des canaux et tout ça, génial, j'ai adoré. Et j'ai fait un truc, voilà, 740 km, zéro carbone. Et ça m'a bien plu. Et puis de là, j'ai fait tous les trucs courir pour la planète. Et il y a 2 ans, j'ai fait un premier projet que j'ai trouvé mais génialissime. C'est pas parce que je l'ai fait, mais parce que franchement, tu regarderas, il y a des émissions sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un tour de France. J'ai fait 42 marathons en 42 jours. J'ai rencontré 42 entrepreneurs innovants qui ont décidé de transmuter leur business model pour les rendre compatibles avec les ressources et la planète. Des gens qui ont osé mais transmuter complètement leur business model. Et d'abord, je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il y en avait beaucoup ? Je me dis, j'en cherche 42 déjà, tu vois, pour faire un tour de France. Hein. Alors pourquoi 42 ? Parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais si tu lis un bouquin qui s'appelle Le voyageur intergalactique d'Adam Douglas, le chiffre 42... Parce que 42. C'est la réponse universelle, voilà. Et en plus, non seulement il fallait que tu en trouves 42, mais en plus 42 est séminé un peu partout en France, parce que tu pouvais pas prendre 42 parisiens, quoi. Non. Donc j'ai fait 42. Parce que 42, c'est la réponse universelle. Et un marathon, ça a la bonne idée de faire 42 km, donc je trouvais ça marrant. Donc j'ai fait 42 jours, 42 marathons, 42 bornes, 42 interviews. Alors déjà, première bonne nouvelle, j'ai trouvé 84 prospects. Donc ça veut dire qu'il y en a. Des gens qui décident de changer leur business model, il y en a beaucoup. J'en ai rencontré 42, parce que j'ai été obligé de choisir. Et je t'assure, j'ai rencontré des gens, mais dingues, avec des projets de dingue, dont personne ne parle. Alors que certains d'entre eux, comme Waga Energy, comme Energy Estro, comme GreenMed, comme tous ces gens-là, comme Carbios, sont des gens qui vont avoir un impact à résonance mondiale. C'est en France que ça se passe. Hein. Des gens vont avoir des impacts mondiaux. Personne n'en parle. Moi, j'ai dit, je vais rencontrer ces gens-là et je vais les interviewer et je vais faire une émission de 7 minutes, c'est-à-dire 420 secondes, 4-2-0, hein, pour avoir le 4-2, 7 minutes. Donc, j'ai fait 42 interviews de 7 minutes de gens dingues, vraiment dingues. Et puis, alors ça, c'était le projet Courir pour la planète, acte 1, puisque tu me demandes ce que je fais entre deux. Et puis, l'année dernière, j'ai fait l'acte 2. L'acte 2, c'était... suite à la rencontre de mon 42e marathon et dernier marathon de l'acte 1, qui était Sophie Grenier, qui avait une structure qui s'appelle Tree Save, dont la mission était de planter 1 milliard d'arbres dans les communes françaises. Et moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, pourquoi 1 milliard et pourquoi dans les communes françaises ? Alors, je te passe les détails, elle m'a tout expliqué, tu regarderas l'interview si ça t'amuse. Surtout qu'elle aurait pu choisir soit 42 millions, soit 42 milliards, mais pas 1, quoi. Ouais, 1 milliard. Tu te rends compte, c'est énorme, hein, la quantité. Mais je te laisserai regarder ça si ça t'amuse, et puis tu comprendras. Et puis, moi, surtout, c'est pendant l'interview, je me suis dit, mais voilà ce que je peux faire, moi, en tant qu'individu. Planter des arbres. Ça, c'est un truc pas compliqué à faire, de planter des arbres. Donc, j'ai cherché des partenariats, entre autres avec TreeSave et puis avec Reforestation, et j'ai décidé de planter des arbres. Mais pas planter un arbre ou 10 arbres. Comme j'allais avoir 60 ans, je me suis dit, pour mes 60 ans, je vais m'offrir un beau cadeau. Je vais traverser la France en courant 60 km par jour pour fêter mes 60 ans, avec un objectif, c'est de planter une forêt de 60 000 arbres. Donc évidemment que je ne plante pas ça avec mes petites mains tout seul. C'est-à-dire fédérer des gens, des entreprises autour de moi pour arriver à planter 60 000 arbres en France. Voilà. Donc ça, c'était mon acte 2. Et puis l'acte 3, c'est ce que je suis en train de préparer aujourd'hui. C'est en mois de mai l'année prochaine. Je pars le 2 mai de chez moi. La première étape, ça sera sur Dinan. La dernière étape, en ayant fait le Tour de France, ça sera Caen. Et je fais de nouveau 42 marathons, 42 jours, 42 conférences pour parler de Team for the Planet, qui est un truc de fou que j'adore. Je suis un aficionados, mais inconditionnel de Team for the Planet. Je suis devenu ambassadeur de Team for the Planet et je fais le maximum pour que Team for the Planet se développe.
Et je sais pas si tu connais Team for the Planet, mais c'est un truc que tu regarderas. C'est un Je suis très légèrement associé avec une toute petite contribution, mais justement, j'allais te demander d'en parler, et surtout que tu as le kakémono derrière, donc j'allais te tendre le micro pour ça. Ah bah oui, exact, c'est marqué derrière. Non, mais Team for the Planet, c'est un truc de fou. C'est l'aventure entrepreneuriale du 21e siècle. C'est l'aventure dans laquelle il faut être, parce que c'est un truc qui va modifier la structure du monde économique. Moi, j'en suis convaincu. Et j'ai l'ambition de les accompagner dans cette ambition-là qu'ils ont eux-mêmes. C'est une ambition folle, mais qui est en train de prendre sa place. Tu te rends compte que Team for the Planet, il y a 4 ans, ça n'existait pas. C'était juste Arthur, Mehdi, Laurent et les autres. Ils étaient 6 ou 7, je crois, au départ, autour d'une table. On se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils décident de lancer ce truc-là. Changeons de paradigme complet. Tu rentres actionnaire, tu toucheras jamais de dividendes financiers, mais t'as qu'un seul objectif, c'est tabasser les gaz à effet de serre. Tu marches avec le système. Le système, il est monétaire, il est financier. Ok, on va marcher avec le système comme il est. On va pas le transformer puisque on n'a pas le temps. Enfin bref, la philosophie de Team, je trouve ça génial. J'ai eu la chance de rencontrer, et je suis maintenant pote avec Arthur. Voilà, Arthur, c'est un mec incroyable, donc il m'a raconté tout ça, il m'a donné de l'envie. Moi, j'ai acheté des actions, évidemment. J'ai offert des actions à mes enfants, à ma femme, à ma famille, à mes amis, à tout le monde. À Noël l'année dernière, j'ai offert des actions à tout le monde. Parce que il faut faire partie de ce truc. Et en fait, mettre de l'argent, bon, c'est la première des choses qu'on peut faire. Faire ce que je fais aujourd'hui avec toi, c'est-à-dire en parler partout où je peux en parler, j'en parle. Mais pour moi, ça me suffit pas. Donc j'ai un énorme objectif pour l'année prochaine. C'est que je veux faire sur ce Tour de France, ces 42 marathons, 42 conférences, je vais aller chercher 4200 actionnaires de plus en 42 jours. C'est-à-dire que tous les soirs, mon objectif, c'est d'aller chercher 100 actionnaires de plus dans chaque ville-étape où je suis. C'est pour ça que c'est un énorme truc à organiser, parce qu'il faut que j'organise. Bon, le Tour de France, logistiquement, c'est pas compliqué à organiser. Le faire, je mets des guillemets, parce que ça fait le mec prétentieux, mais c'est pas non plus très compliqué d'enquiller 42 marathons. Maintenant, ça y est, j'enquille ça plutôt bien. Là, ce qui est compliqué, c'est d'organiser la logistique pour 42 salles, mettre 400 personnes minimum dedans, organiser tout ça, trouver les relais. Là, c'est chaud, là. Donc là, c'est un boulot de titanesque que je suis en train de faire pour faire ça. Je me fais aider, hein, évidemment, je me fais épauler. D'ailleurs, je cherche des gens, hein. N'hésitez pas à me contacter si vous pouvez m'aider sur certaines villes. Alors je sais que Eric et Suzy vont m'aider sur Castres, ils vont m'aider sur Albi, je crois, ils vont m'aider sur plein de trucs. Voilà. Donc je cherche des ambassadeurs dans chaque ville pour m'aider à organiser la logistique. Et on va vivre un moment l'année prochaine extraordinaire. Ce projet, je l'attends avec impatience. J'ai hâte d'être sur la route, j'ai hâte de courir, j'ai hâte de faire ces conférences. Et parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, Team for the Planet, c'est 128 000 actionnaires. 128 000 en 4 ans. C'est 25 millions de levées. Tu connais ça par cœur, toi, mais pour ceux qui savent pas, on a déjà financé 6 entreprises. On va en financer 2 autres, là, d'ici 8 jours, je crois. Je crois qu'il y a une assemblée générale bientôt où on va décider ça. Donc, 8 jours ou 15 jours, je sais plus trop. On va mettre en œuvre, là, au 1er décembre, un challenge extraordinaire pour aller chercher 10 000 entreprises en France en un mois. Enfin, ça n'arrête pas, quoi, avec Team for the Planet. Donc, moi, ça m'emballe, au cas où ça se verrait pas. Ça m'emballe. Je suis hyper enthousiaste sur le sujet et je vais essayer de les aider au maximum de ce que je peux faire par rapport à mes appétences, par rapport à mon écosystème, par rapport à mes réseaux. Je vais y aller et je vais y aller plein pot, quoi. Voilà, au maximum de ce que je peux. Bon, écoute, c'est ça mon prochain projet. Écoute, le message est passé. J'espère que parmi les milliers d'auditeurs du podcast, il y en a qui lèveront la main. On mettra de toute façon toutes les infos dans les notes de l'épisode. Et puis, quand tu vas ça sur Castres, effectivement, je sais que Suzy et Eric ont déjà pris le flambeau et ils ont même déjà essayé de le passer le flambeau. Donc, je leur ai dit que ce sera avec plaisir. Mais par contre, je pense que je viendrai courir avec toi. J'aiderai à l'orga, mais je viendrai peut-être faire 1 ou 2 marathons avec toi quand même. Ah bah avec plaisir, ouais. Avec grand plaisir. Écoute, c'est super. On est un peu pris par le temps, donc je vais pas t'en prendre plus. Juste pour terminer, tu cours beaucoup. Tu nous as dit aussi que de temps en temps, en récup active, tu faisais du vélo ou de la natation. Est-ce que le triathlon, ça t'a déjà titillé un peu ? Oh là là, que oui, ça m'a titillé. Ça m'a titillé le jour où j'ai vu la vidéo de Norseman. Quand tu vois la vidéo de Norseman, elles sont tellement bien faites, les vidéos, tu fais waouh, mais moi je veux faire ça, je veux faire ça. Alors j'avais juste une petite problématique, c'est que je sais pas nager. Donc, je nage la brasse comme tout le monde, mais je sais pas nager le crawl, j'avance à rien, quoi. Mais je me suis dit c'est pas grave.
quand tu vois la pub, enfin pas la pub, mais la vidéo de Norseman, tu dis waouh, mais je veux faire ce truc-là, quoi. Alors je m'y suis mis, j'ai appris à nager, plus ou moins. Et puis j'ai fait un premier triathlon olympique, tu sais le cours là, je crois que c'est l'olympique, hein, le cours. Bon, le très court, c'est le sprint ou le super sprint. L'olympique, c'est 1,5, 40 et 10. Bah, je crois que c'est ça que j'ai fait. Ouais. C'est ça, 5, 40 et 10. Alors, quand je suis sorti de l'eau, hein, j'étais avant-dernier, hein, parce que je sais pas nager, donc je suis sorti avant-dernier. Mais c'est pas grave, parce qu'après, comme ça, tu peux remonter plein de gens en vélo, c'est cool. Et puis après, j'ai fait un Tristar. Je sais pas si tu connais le format Tristar, hein, 111. Yes. 1 km nage, 100 km vélo, 10 km Et on a eu l'organisateur au micro de ce podcast il y a quelques temps, que j'ai croisé dans le sud d'ailleurs, qui est super sympa. J'ai fait un Tristar. Après, j'ai fait deux half pour voir. Pareil, à chaque fois, je suis avant-dernier de la flotte. Hein, donc, il reste 2 vélos dans le parc à vélo. Moi, c'est facile de repérer le tien, donc ça, c'est cool. Le tien est celui qui a abandonné dans l'eau, celui qui est pas sorti, c'est ça? Non, celui qui est pas encore sorti, ouais. Et en fait, j'ai laissé tomber pour l'instant parce que il faut s'entraîner sur 3 disciplines. Moi, je dirigeais des boîtes, je fais des confs, j'écris des bouquins, j'ai une vie de famille. Enfin, je veux dire, là, à un moment donné, les 24 heures dans la journée sont pas compressibles à ce point-là. Donc, je me suis dit, si je continue, je vais le faire n'importe comment. Je vais perdre mon équilibre. Donc, on va mettre ça en stand-by dans un coin. Mais j'ai fait du triathlon parce que je trouve que c'est absolument génial comme sport. C'est hyper complet, évidemment. Et tu prends un pied à faire ça, c'est énorme. Et évidemment, c'est pas moi ni les auditeurs qui te diront le contraire. Mais je pose toujours la même question à nos invités. Pour terminer, c'est à ton avis, comment devenir triathlète? Et justement, c'est bien adressé pour toi qui est un peu devenu triathlète, qui en a fait un peu, qui l'a mis de côté pour l'instant. Mais j'entends le pour l'instant, ça veut dire que t'as pas fini avec le triathlon. Non, j'ai pas fini. En fait, comment devenir triathlète? Je pense que on a besoin absolument d'accepter une énorme rigueur. Voilà. Je pense que si t'es pas rigoureux, il y a tellement d'enchaînements à travailler, tellement d'entraînement à faire que moi je pense qu'il est fondamental de pas se perdre dans ces trucs-là. Terminer un triathlon vachement bien et à côté de ça, je caricature, hein, mais perdre ton boulot parce que tu t'entraînes tout le temps donc tu bosses plus, ta femme s'est barrée parce que t'es jamais à la maison et puis un jour elle se barre avec les gosses, tu vois, aucun intérêt. Donc je pense qu'il faut conserver en permanence l'idée que ok, va y avoir un entraînement de fou à faire, je vais mettre une rigueur en place énorme. Parce qu'en fait, il faut que je conserve mon équilibre tout en gagnant de la performance. Mais il y a des choses très très simples à faire. Hein. Tu me demandais tout à l'heure comment je faisais pour m'entraîner autant. Bah, tu vois, par exemple, quand je m'entraîne sur des 20-25 km le week-end, moi, je me lève à 5h30. Et puis, je vais courir à la frontale. Et quand je rentre à 8h30, 9h, j'amène le petit déjeuner au lit à mon épouse avec la rose qui va bien, le pain au chocolat et le thé. Tu vois ? Moi, j'ai déjà fait mon entraînement. Ma femme, pour elle, c'est transparent. Et derrière, la journée, elle est normale. C'est ça qui est important, c'est comment rendre nos entraînements transparents vis-à-vis des cercles qui forment nos entourages. Parce qu'il ne faut pas gâcher nos cercles. Il faut faire vachement gaffe à ça. Wow. Écoute, stop. On n'en rajoute plus rien. On en reste là. Ça me va bien comme conclusion. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah écoute, ça me va pour moi aussi. Moi, on peut parler toute la journée. Hein. Non, t'as rendez-vous. Ouais. Je mets un point d'honneur à ce que tu honores tes rendez-vous. Pour terminer quand même, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on s'informe sur toi? Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on peut t'aider, Philippe? Alors, tu peux me suivre sur LinkedIn. Je suis beaucoup sur ce réseau, très très peu sur Facebook, très très peu sur Instagram, parce que ça c'est trop chronophage et puis j'aime pas trop les formats. Donc je suis sur LinkedIn à mon nom, Philippe Moreau. Donc vous pouvez me rejoindre. Vous êtes déjà 10 000. Alors on sera un peu plus, ça sera cool. Et puis sinon, vous pouvez me suivre sur mon site qui est www.passerelle au pluriel. .pro, alors c'est facile à se rappeler, pro comme professionnel, comme ça c'est très prétentieux, mais parce que .com et .org c'était déjà pris, donc il me restait .pro, donc j'ai pris .pro. Et passerelle au pluriel parce qu'il y a plein de passerelles entre nos vies perso, nos vies associatives, nos vies sportives, nos vies business. Il y a plein de passerelles, donc c'est là-dessus que je communique, c'est sur ce site-là. Vous avez toutes les vidéos. J'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'appelle comme moi, Philippe Moreau, Courir pour la planète. C'est évidemment open bar, c'est gratuit. Abonnez-vous, regardez, vous verrez, j'ai rencontré des gens dingues
j'ai fait des jolis films sur des belles traversées. Wow. Bah écoute, merci beaucoup Philippe. De toute façon, on remettra les liens dans les notes de l'épisode. On te souhaite une bonne continuation, une bonne préparation de ton prochain défi, courir pour la planète. Et puis, je te donne rendez-vous l'été prochain à Castres. Ok, ça marche. On fait comme ça. Merci. Allez, ciao à toi. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.